Je remercie beaucoup notre ami Adinolfi qui m'a donné la possibilité de réfléchir sur mon engagement et retourner un peu avec la tête à ces années extraordinaires, les années 60, dans lesquelles il y a eu l'explosion dans beaucoup de pays européens. Beaucoup de gens, les jeunes ne connaissent pas, je pense, l'histoire de ce phénomène politique un peu unique qui a été la Jeune Europe. Et j'étais un garde du lycée quand j'ai adhéré en 1962 et j'ai milité 5 ou 6 années dans ce mouvement. Mais aujourd'hui, je pense que ça a été l'initiative de Adinolfi qui m'a un peu chargé de faire un petit voyage dans mon histoire et dans l'histoire de la politique de notre mouvance, parce que personne ne peut nier que l'énorme influence théorique que l'activité de Jeune Europe, et en particulier la pensée de Jean Thiriade a eu sur notre mouvance. Il faut considérer que quand il a créé ce mouvement, on avait une Europe encore partagée en deux blocs. Il y avait la menace, la réalité du totalitarisme soviétique qui maintenait toute l'Europe de l'Est sous la glaive. Et donc, vous comprenez bien que il y avait une prospection de l'Europe et des problèmes du futur de l'Europe bien différentes de celles d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut admirer l'extraordinaire vision prophétique de ce mouvement et de son chef, qui a déjà prévu aussi l'effondrement du bloc soviétique. Il a déjà envisagé un projet d'Union européenne de Brest à Bucarest et de Brest à Vladivostok. Et aujourd'hui, ces choses, ces visions nous semblent assez normales. Mais je vous assure que dans les années 60, ce n'était pas comme ça. Donc c'était une vraie révolution. Mais je pense que le mérite historico-politique de Jean Thiriade fut d'être le premier leader politique après la Deuxième Guerre mondiale à avoir cherché inlassablement de construire un outil politique au service de celle dans l'activité politique, il a été le premier à appeler la nation européenne. On parlait à cette époque d'une fédération. Et Thiriade n'était pas très faible sur cette vision fédéraliste. Ils appelaient les fédéralistes les fédérastes. Et c'était dans notre bataille un bon mot d'esprit, parce que nous nous sentions les vrais Européens. Aujourd'hui, je n'occulte pas ma position actuelle, je suis convaincu dans la bataille de contestation de cette Union européenne qui n'a rien à faire avec la vision de Thiriade. C'est une autre chose. C'est une Union européenne, je veux le rappeler aussi à notre camarade qui a parlé peu avant de moi, qui a inventé la procure européenne, pour laquelle, si aujourd'hui je voulais dire exactement ce que je pense de la menace et de l'invasion de l'immigration extra-européenne, il pourrait avoir un décret d'un procureur de Pologne ou d'Allemagne qui m'envoie immédiatement en prison. Et ça, c'est pas bon pour moi, parce que l'Europe qu'avec Jean Thiriade nous avons envisagée, c'était l'Europe de la liberté. C'est notre Europe. L'Europe, c'est la liberté. Et la liberté, et sur ça, je partage tout ce qu'on a dit, la liberté, c'est la puissance. Sinon on n'a rien.
Et l'actuelle Union européenne, c'est 100 puissance. Et aussi le projet, et je comprends bien la tension qu'on doit avoir avec le projet actuel d'une défense européenne, mais c'est une défense européenne pour faire la guerre à la Russie. Comme dans les années 60, on avait envisagé la CED pour la défense atomique contre l'Empire soviétique. Aujourd'hui, on a tous ces pacifistes européens. Ils étaient pacifistes jusqu'à hier. Aujourd'hui, ils sont devenus militaristes, ils veulent la défense européenne. Tout au contraire, nous, qui sommes vraiment les européisistes qui envisagent le futur de l'Europe, nous pouvons penser que la défense européenne pourrait servir à bien autre et bien diversement que faire la guerre à la Russie. Et ça pourrait nous défendre, par exemple, contre les menaces qui viennent par le terrorisme, etc. Je reviens à mon thème. Un parti souverain national. Le mouvement Jeune Europe est surtout une organisation. Et la réflexion qu'on m'a chargé de faire sur ce mouvement, je pense que c'est très actuel. Parce que si nous devons envisager la création d'une force politique qui donne esprit à la volonté d'être européen, de chercher la réalisation d'une Europe, d'une grande nation européenne, il faut que nous sommes bien préparés sur ce précédent théorique et aussi de réalité politique, parce que c'était un petit mouvement. Je pense que dans la Belgique, il y avait pas plus de 2000 militants. Et en Italie, je pense de 4 à 600, etc. Mais c'était déjà un mouvement qui avait, avec cette concession très moderne de la part de Thiriard, avec l'idée des communications régulières, des centaines de communications, de la centrale de Bruxelles, mais aussi des centrales de Lisbonne, de Madrid, de Milan pour l'Italie, et qui donnait qui donnait la position, la ligne, immédiatement. Et donc, l'organisation. Un formidable organisateur, Jean Thiriard, qui a entamé surtout une idée très importante sur laquelle je serai un peu plus diffusé. Et c'est l'idée et la réalisation à niveau européen pour la première fois, et ce serait un énorme résultat si l'initiative de notre ami Adinolfi peut réussir à réaliser aujourd'hui, et je vous promets immédiatement mon appui total de réaliser aujourd'hui quelque chose de semblable, parce que c'est la première chose qui nous manque, une école de formation européenne. Déjà, à partir de sa sortie de prison pour les faits de l'Algérie, Thiriard a créé un dispositif interne de liaison entre le mouvement et les militants, la communication, une sorte de bulletin intérieur paraissant à une fréquence régulière, pas moins de 80 communications en 1962 et en total, en 1967, 412 communications. En plus, Jeune Europe demande des directives plus confidentielles. Et aussi en Italie, nous avions des choses comme ça. J'ai trouvé, j'aime les recherches d'archives, en tant que député, j'ai un peu une certaine liberté de faire des recherches dans les archives italiennes, et j'ai trouvé les rapports de police, parce qu'il y avait une directive internationale de l'OTAN de contrôler cet homme politique dangereux qui combattait pour une Europe contre l'OTAN dans les années 60. Et j'ai pu lire les rapports de police quand Jean Thiriard venait périodiquement en Italie, il suivait et il marquait la plaque, les numéros de la plaque de l'auto qu'il rencontrait, etc. J'ai trouvé aussi très heureusement mon homme quand il venait dans ma région. Et
En 1964, Thiriart va acquérir un immeuble de 4 étages, avec bureau, salle de réunion, logement pour les militants de passage, une typographie, une bibliothèque. Et bientôt, on achète un et après 2 minibus pour la circulation, pour organiser les manifestations et pour participer aux réunions aussi au dehors de la Belgique. La forme, c'est la plus veille, c'est plus la veille formule recrutement-action, mais recrutement, formation, action. On envisage la création d'une minorité militante, activiste, mais aussi intellectuelle, qui a la mission de la prise du pouvoir et après de la direction de la société. Je me rappelle très bien d'une phrase qu'il a prononcée à une réunion à Milan. Il a dit: vous êtes aujourd'hui des jeunes militants, mais vous devez devenir des soldats politiques qui, demain, ils sont capables d'organiser quelques problèmes sur le train et après-demain être préfet de votre ville. Et quand je suis devenu sous-secrétaire d'État à la justice, je me suis bien rappelé de ça. Je pense d'avoir toujours cherché d'être un soldat politique. Et je n'ai pas mis les bombes sur le train, mais nous étions préparés dans ces années formidables à être des soldats politiques qui pouvaient... Parce que l'exemple du militantisme pour Jean Thiriart, ce n'était pas les vieux nationalistes de l'extrême droite européenne, c'était les Félagas, c'était les gens qui ont combattu et ont gagné. Et nous ne devons pas continuer à être les gens qui regardent en arrière et qui reconstruisent. Nous devons avoir la conviction que l'Europe que nous voulons créer, avec la puissance et donc la conquête du pouvoir, on ne se fait pas avec les discours et l'activité seulement théorique. On se fait avec l'action, avec l'organisation, avec l'école de cadre, avec une forme scientifique de conquête, du programme de conquête du pouvoir. Et ça, c'est que Jean Thiriart avait très lucidement envisagé et expliqué. L'école de cadre. Divisée en 2 cycles, l'école de cadre est pluridisciplinaire, structurée en 7 cours. Formation de politique théorique, formation pratique, parce qu'on faisait aussi la gymnastique, les sports de choc, etc. Donc, formation physique, formation économique et sociale, psychologie et propagande, l'Europe, l'ordre militant. Je veux un peu souligner la question de la propagande. C'était très important quand je suis devenu jeune, encore assez jeune dirigeant politique dans mon mouvement actuel, j'ai pu avoir constaté l'utilité de cette formation. Parce que quand j'avais 15 ans, on m'a obligé à lire le Chacotin, heureusement traduit en italien, et d'autres textes fondamentaux de propagande politique. Mais personne dans mon entourage de la Ligue du Nord avait une formation semblable. Donc, je suis un peu devenu leader parce que j'avais ces compétences. Parce que pour faire politique à un niveau professionnel, il faut avoir des connaissances techniques, comme organiser une réunion. Par exemple, organisant un peu mieux l'appareil de diffusion acoustique. Il faut savoir comment on prépare une liste de communication de presse. Il faut savoir comment on organise la défense extérieure du meeting, etc., etc., etc. Chacotin, formidable. Il a gagné Goebbels, mais Chacotin, qui a fait le travail pour les social-démocrates allemands, il a écrit un ouvrage extraordinaire qui est aujourd'hui encore très actuel.
Il a donné les éléments de fond de la propagande, les symboles. Actuellement, je vois en Italie, il y a les élections locales, il y a une pacotille de symboles qui sont illisibles. Le symbole doit être clair. Le manifeste politique doit avoir très peu de slogans. Le manifeste aujourd'hui, dans le siècle passé, la fiche politique, on le lisait papier. Aujourd'hui, on le lit quand on est sur le bus, quand on est en voiture. Donc, on doit pouvoir le lire directement. Et par exemple, le symbole de ma ligue du Nord, c'est un petit chef-d'œuvre de propagande politique, le guerriero. Et c'est pas difficile de l'associer à une intention de force. Et Jean Thiriart oppose à une concession d'un nationalisme statique un nationalisme dynamique. À la nation souvenir, il oppose l'idée d'une nation à construire, la nation européenne. C'est une certaine concession de la politique comme sacerdoce politique, un concept très clair, très important pour le chef de la Jeune Europe, qui fait l'originalité de la Jeune Europe. La politique non pas comme une distraction, mais comme une location, un sacrifice. Thiriart relève de José Antonio Primo de Rivera l'idée de nation, la nation comme une communauté de destin. Et ça, c'est important pour nous, pour envisager l'Europe qu'on doit construire comme une communauté de destin. Donc, il y a aussi des choses qu'on peut conserver de cette idée, mais naturellement, il faut aussi considérer qu'aujourd'hui, c'est très difficile, non, communiquer à un public, pas non militant, le grand public qui a été un peu obnubilé dans ses idées, l'idée d'appartenir à une communauté. Et ça, c'est très important. Donc, un mouvement qui a comme concession doctrinaire le communautarisme, l'esprit de solidarité, disons, une vision qui peut apparaître plus de gauche que de droite. Mais c'est une concession qui nous appartient profondément. Donc, le communautarisme au lieu du communisme et naturellement au lieu de la conception capitalistique et extrême libérale de la société. Pour Jean Thiriart, ceux qui refusent d'être européens acceptent directement ou indirectement d'être russes ou américains, ils sont dans les années 60. La liberté et la puissance, je l'ai dit. Extrême modernité. Organisation, nous avons dit, un parti léger, dynamique, communication partout en Europe, abandon des positions petits bourgeoises et micronationalistes, abandon des vieux schémas droite-gauche avec la doctrine du communautarisme européen. Il publie en 1964 un livre exceptionnel que j'ai vu dans une récente édition ici en vente et dont je conseille à tous la lecture. Un empire de 400 millions d'hommes, l'Europe. Si 400 millions, parce que Thiriart le dit très clairement, le niveau minimum d'un point de vue démographique et politique d'une nation pour être considérée une nation qui compte dans le partage du monde, c'est une nation d'au moins 400 millions d'hommes. Donc, les vieilles nations européennes ne sont pas à ce niveau. Ça, c'est vrai, je partage totalement ce qu'on a dit sur ce thème. Déjà au début du livre, au chapitre de Brest à Bucarest et Falson Yalta, il écrit cette phrase. Dans le contexte de la géopolitique et d'une civilisation commune, l'Europe unitaire et communautaire s'étend de Brest à Bucarest. Mais je veux préciser que bientôt, Thiriart réussira à dépasser ses limites pour arriver à une conception unitaire de grand espace géopolitique que c'est l'Eurasie. Aujourd'hui, je répète, il semble normal, mais je vous assure que dans les années 60, parler
en politique d'Eurasie, c'était une chose futuriste, totalement futuriste. Sa vision était bien claire. Il passait à des grands blocs continentaux et il était totalement éloigné de toute vision étrique d'une petite Europe occidentale et atlantique, qui n'est plus que l'appendice de la thalassocratie américaine, d'un empire qui veut comprendre l'Europe et dont l'Atlantique serait le lac intérieur. Pas tout ça dans la concession européenne de la Jeune Europe. La Jeune Europe publie entre 1965 et 1969 un mensuel, La Nation européenne, en français et aussi en plus petite version italienne, dont les thèses sont hérétiques pour l'extrême droite de l'époque. La Nation européenne place la réalisation de l'unité européenne au-dessus de la nation. Elle est contre l'OTAN et pour la force de frappe gaullienne. Il publie des interviews avec les leaders du tiers-monde arabe, etc. Il a été le premier leader européen à créer des liens avec les Palestiniens et tout ça. Il était le plus grand opticien de Bruxelles. Il avait des dizaines de magasins et il a subi des attentats sur ça. Dénonce l'Amérique comme une nouvelle Carthage, prône pour le soutien aux pays de l'Europe de l'Est et au régime national communiste comme Ceausescu. Et c'est Ceausescu qui a prôné l'entrevue de Thiriart avec Zhou Enlai dans les livres d'histoire et dans les publications politiques. On ne parle pas de cette affaire, mais il a développé des contacts internationaux d'un niveau exceptionnel. Mais il n'a pas réussi à trouver ce qu'il cherchait, l'appui d'un pays qui faisait pour la jeune Europe, un peu comme le Piémont a été pour l'unification italienne, la base sur laquelle pouvoir compter, un appui sur lequel pouvoir compter. Et je veux rappeler encore, j'ai beaucoup apprécié la vision de son image, qu'un militant de la Jeune Europe, Roger Coudroy, un ingénieur français, militant de Jeune Europe, a été le premier martyr européen qui est mort avec l'arme à la main pour la libération de la Palestine. Certes, nous dirons, je vais conclure, ces esprits, nous dirons les esprits plus critiques, si c'est bon vrai que Jean Thiriart a été un exceptionnel analyste de politique internationale, a su anticiper, prévoir tout ça. Mais le Thiriart, chef du parti, du premier modèle d'organisation transnationale européiste, malheureusement, il a failli. Il faut évidemment réfléchir sur les causes de ça. Je pense que beaucoup d'importance, il y a eu la situation internationale, qui n'était pas encore mûre, plutôt pourrie, comme aujourd'hui nous pouvons voir. Mais c'est aussi parce qu'il n'est pas réussi à trouver, comme je disais, un sanctuaire de départ, comme Thiriart avait jugé indispensable. Il a manqué à la Jeune Europe un territoire libre, un État complètement étranger aux conditionnements imposés par les superpuissances qui auraient pu servir de base pour l'opérativité des militants de la Révolution européenne, comme fut par exemple le Piémont pour l'Italie. Bien évidemment, toutes les rencontres de Thiriart à niveau international visaient ce but et malheureusement ont échoué. Réaliste, Thiriart a renoncé à l'engagement politique dans l'attente d'une situation qui pouvait donner l'occasion d'un grand pays auquel confier cette stratégie. Aujourd'hui, je pense que Jean Thiriart pourrait donner aujourd'hui ce rôle, par exemple, à la Russie. Et nous devons considérer avec beaucoup de sérieuxité cette vision et cette stratégie. Après, Jean Thiriart sortira de désengagement politique en 1991 pour soutenir la création du FEL, le Front européen de libération, qui sera la continuation du mouvement Jeune Europe. Avec une délégation du FEL, il s'est rendu à Moscou en 1992
pour rencontrer les opposants russes au gouvernement de Helsinki, les national-bolcheviques, les nationalistes et les patriotes russes. Malheureusement, à son retour en Belgique, il aura une crise cardiaque à la suite de laquelle il est mort. Il a été, sans doute, le Machiavel du nationalisme européen. Honneur à lui. Bon, je vais avoir un petit peu... Attention, attention, attention.